Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. C'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'On se lève et on se casse. Alors pour cette 5e émission de la 3e saison, dans le climat actuel, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet à la fois politique, un sujet important dans le monde intellectuel, mais qu'on allait aussi parler de quelque chose qui m'aide à apprendre d'une manière un peu plus légère, plus agréable que l'essai féministe sur ma table de chevet. Est-ce que vous avez deviné de quoi j'allais parler ? Non, eh bien je parle de bande dessinée. Moi, la bande dessinée m'a aidé à aborder plein de sujets auxquels je ne connaissais que très peu de choses. Par exemple, quand notre chroniqueuse Chloé a commencé à nous parler de mythes antiques, j'avais pas trop le temps de m'éplancher sur le sujet, mais je voulais en savoir plus, alors j'ai commencé à lire une BD. Pour toutes les personnes qui rentrent ces dernières années dans les idées féministes, depuis plusieurs années, les librairies regorgent de plus en plus de BD, de romans graphiques féministes. Parfois, ce sont des approches historiques, biographiques, fictionnelles, non fictionnelles, autobiographiques. Les angles sont divers, les manières de les illustrer aussi. Et toutes ces créations permettent d'inviter de plus en plus de monde dans les idées féministes. Et même de plus en plus jeunes. Alors pourquoi la BD est-elle un médium clé pour le féminisme ? Qu'est-ce que les BD féministes racontent de comment les gens apprennent et se cultivent ? Que racontent les BD féministes et comment ? C'est à ces questions que nous allons répondre et bien d'autres. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous sommes avec une autrice d'une BD qui est à la une de beaucoup de librairies féministes ou non. Nous sommes donc avec Erel Anna. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice sur plusieurs formats et depuis 2021, vous faites surtout de la BD. Et en juin 2023, vous avez publié la BD Ilse but grave en collaboration avec l'illustrateur Fred Cham. Une BD qui est publiée aux éditions Les Insolentes Hachette. Vous y racontez plein de choses. Beaucoup de questions différentes y sont abordées. Des questions, je pense qu'en tant que femmes de nos différents âges, on s'est toutes posées peut-être à un moment de notre vie. Par exemple, pourquoi les psychopathes des séries TV sont-ils si séduisants ? Pourquoi les hommes ont-ils moins d'empathie que les femmes ? C'est quoi la fuck zone, vraiment ? Et la cellulite, est-ce que c'est une invention misogyne ? Oui, c'est très varié, mais c'est très bien rangé. En couvrant tout un tas de sujets qui nous traversent l'esprit plus ou moins à toute vitesse, on apprend plein de choses nouvelles. Alors avec vous, on va parler de cet ouvrage, bien sûr, de votre parcours aussi, mais aussi du rôle de la BD, notamment dans la diffusion des idées féministes. Donc comme je le disais, votre BD, elle traite de beaucoup de choses différentes. Vous parlez notamment donc du développement de l'empathie chez les hommes, une grande question, de la représentation des psychopathes et de la violence dans les relations de manière romantisée ou très glamourisée dans les films et les séries, notamment sur Netflix. En ce moment, c'est la grande tendance. Vous parlez de la police, de leur manque d'empathie, des procédures bâillons, de comment ça fonctionne, de quel est le problème avec ces procédures bâillons-là et de la justice à double vitesse sur certaines procédures et pourquoi elles ne devraient plus exister dans les affaires de violence sexuelle, notamment plein d'autres choses. Et à chaque fois, vous développez chaque sujet. Vous les étayez avec beaucoup de sources scientifiques, de recherches, de chiffres, d'essais. Et c'est une BD qui est très généraliste, mais qui reste donc très précise. Première question. Pourquoi est-ce que vous avez différents diplômes et en 2021 vous décidez de vous lancer dans la BD. Pourquoi est-ce que vous décidez de traiter de ces sujets-là, de ces questions très diverses par une BD ?
À la base, je traitais déjà de ces sujets-là sous d'autres formats, et notamment sous format d'articles. Mais c'est vrai que même mes articles, je faisais pas mal de blogs. Je faisais aussi de la tribune politique parfois. Et dans le blog, je pensais souvent de manière assez imagée. C'était à cette époque-là, dans les blogs, on mettait pas mal de gifs. Et donc, je pense que j'avais toujours eu une alternance entre du texte et de l'image ou des blagues. Et ça, c'était un choix que j'ai fait dès le départ parce que j'abordais souvent des sujets qui étaient difficiles pour les personnes qui allaient lire le sujet, mais même difficile pour moi aussi à traiter. C'est des sujets avec une forte charge émotionnelle. Et donc, c'est plus facile pour moi de les aborder avec un angle... En fait, avec des respirations humoristiques, on va dire. Et oui, et après, je pense que j'ai aussi une tendance assez naturelle à penser de manière imagée. Et donc, quand mon ami Fred Cham, qui lui faisait du blog BD à côté, m'a proposé d'illustrer des notes de blog, j'ai accepté pour voir ce que ça donnait, mais j'avais pas prédéterminé de faire de la BD à ce moment-là. Et en fait, en commençant à travailler ensemble, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, en fait, comme format. Et pour vous, quand vous avez commencé à travailler sur ces questions-là, qui sont donc quand même des questions essentiellement féministes dans cette BD-là en tout cas, est-ce que vous aviez l'impression que la mise en scène visuelle, ça permet d'aborder les choses différemment et peut-être d'une manière plus accessible que juste un texte seul ? Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs aspects à cette question parce que en fait, la BD, comme dans une certaine mesure le podcast, c'est quelque chose aussi qui est accessible à faire quand on a peu de moyens. En fait, contrairement à un film, une série ou d'autres choses, ou même un documentaire où on va souvent aller interviewer des gens ou des choses comme ça. En fait, là, moi, j'ai ce pouvoir avec la BD de faire absolument le casting que je veux. Je suis chez moi, si je veux recruter Timothée Chalamet, je peux. Et en fait, quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on débute, ça offre une liberté extraordinaire de pouvoir aborder les sujets qu'on veut sous l'angle qu'on souhaite. Donc il y a déjà ce point-là. Et après, sur le fait d'aborder des sujets difficiles comme les VSS, les violences sexistes et sexuelles, la BD par rapport à des formats qui ont recours à des vraies personnes, à des acteurs, à des films, des documentaires, rajoute une couche de fiction qui permet aussi de mettre à distance les sujets qui peuvent être compliqués. Et moi, je trouve que ça les rend plus faciles d'accès aussi. Il y a beaucoup de critiques du format, il y a certaines critiques du format BD qui se demandent pourquoi, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les BD plutôt que vers les essais féministes pour traiter de ces questions-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de BD maintenant qui traitent de questions sociologiques, de questions de genre, d'un point de vue féministe, et qui se demandent pourquoi les gens se tournent plus vers la BD que vers les essais. Est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que pour vous, c'est un peu logique que ça rende un peu plus accessible des textes qui sont hyper nombreux en librairie ? Ça prend beaucoup de place maintenant, mais peut-être pas accessible à tous. Alors, je pense qu'il y a cette question de la mise à distance dont je parlais auparavant, mais il y a effectivement aussi la question de l'accessibilité. Et je sais pas pour les autres, mais je vais parler pour moi. Ouais, bien sûr. Moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais où en fait, ils m'intéressent pas suffisamment pour que j'aille lire un essai spécialisé sur le sujet. En fait, je trouve que on peut s'intéresser, en tout cas, moi, je peux m'intéresser à peu près n'importe quel sujet pour 1 heure à peu près. Ouais. C'est ce que la BD dit en introduction, que vous vous intéressez à beaucoup de sujets. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, après les sujets que je traite, en général, j'y passe quand même un peu plus d'1 heure à faire les recherches. Mais admettons justement sur les sujets que moi j'ai pas envie, sur lesquels j'ai pas envie de faire de recherche. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Sur le cyclisme chez les femmes, par exemple. C'est pas du tout un sujet qui me passionne. Mais en revanche, s'il y a quelqu'un qui s'est passionné sur ce sujet suffisamment pour écrire une BD là-dessus, je sais que ça va pas me prendre beaucoup d'énergie et qu'en 1 heure, je vais avoir, sans faire beaucoup d'efforts, accès à plein d'informations sur ce sujet-là. Et à une époque où on est de plus en plus sollicité aussi au niveau de notre attention, on a une surcharge informationnelle constante. En fait, c'est difficile de trouver du temps et de l'énergie pour se lancer dans des lectures qui peuvent être très ambitieuses intellectuellement. Parfois. Et donc, en fait, je trouve que c'est un format qui est assez idéal pour à la fois pas consommer du
contenu un peu poubelle, ou genre des chats qui pètent, quoi, pendant 3 heures sur TikTok. Et de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, se farcir un essai extrêmement spécialisé. Et je trouve que là, on est vraiment à l'entre-deux. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'aime consommer, donc je pense que c'est aussi ce que j'aime produire. Ouais, c'est vrai que c'est un bon entre-deux de nos jours. Comme vous le dites, la surcharge informationnelle est tellement énorme en ce moment que on a éventuellement tendance à doom-scroller beaucoup. Donc doom-scroller, ça veut dire scroller à l'infini, voir des trucs horribles sur Instagram pendant des heures. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est un bon entre-deux. Pour vous, est-ce que la BD féministe utilise des codes graphiques ? Alors, la BD féministe, elle, utilise des codes qui reposent sur l'humour, la simplicité. En tout cas, il y en a beaucoup. Et parfois, au contraire, ça repose sur des représentations qui sont dures, qui sont crues, ça dépend des styles. Vous, votre approche visuelle, j'ai l'impression, vous allez peut-être m'arrêter, ça traite de choses très factuelles. Vous prenez des cas qui existent. Comment vous avez choisi votre approche des sujets ? Est-ce que ça vous venait dans votre esprit et vous pensiez au sujet qui vous intéressait et vous vous dites, bah voilà, je me suis posé cette question, donc je vais y répondre de la manière dont j'aurais aimé qu'on me réponde, voilà. Ou vous pensez à une pédagogie en particulier ? Alors, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais je pense que moi, le fait d'aborder les choses avec l'angle de la simplicité et de l'humour, c'était notamment pour me protéger, moi. Parce que j'ai abordé des sujets quand même vraiment très difficiles. J'ai abordé à de nombreuses reprises la pédocriminalité ou les peines de prison pour femmes ou des choses comme ça. Et en fait, le sujet est tellement tragique en lui-même que si je l'aborde en plus avec une lunette un peu triste ou purement factuelle, pour moi, c'est trop dur. Ouais. Donc, j'ai besoin de me préserver. Mais je trouve ça très intéressant qu'il y ait aussi des BD qui fassent le choix d'aborder les choses de manière peut-être parfois plus crue ou plus froide ou plus tragique, parce que les VSS, c'est tragique. Donc, il y a aussi la place pour des BD qui ont ce ton-là. Et je sais qu'il y a une question que je me pose pas mal aussi, c'est la charge traumatique qu'il y a quand on parle de ces sujets-là. Parfois, c'est intéressant de parler des VSS, de les montrer, notamment pour les gens qui ne les ont pas vécus, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, quel écho ça fait dans un corps, quelles conséquences ça a dans une vie. Mais en même temps, par ailleurs, les personnes qui les ont vécues, ces violences-là, elles n'ont peut-être pas envie d'y être reconfrontées. Et en fait, moi, c'est une question que je me pose beaucoup, notamment quand je parle de VSS, c'est est-ce que je vais les représenter ? Et j'ai toujours un petit peu ce questionnement de j'ai envie de sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas le sujet, tout en préservant les personnes pour qui ça peut être trigger. Et je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait, à cette question. Je trouve qu'il y a des mauvaises manières d'y répondre. En revanche, il y a des mauvaises solutions. Mais en revanche, il y a plein de solutions différentes qui peuvent être tout aussi justifiables les unes que les autres. Donc, vous prenez un peu au cas par cas, j'imagine, selon les histoires que vous racontez, selon les... Alors, moi, je crois que j'opte assez résolument pour le ton de l'humour. Je montre très, très peu les VSS. Je fais souvent des ellipses où je fais de la voix de narration. J'opte plutôt, en général, pour le fait de ne pas les montrer. Mais je respecte tout à fait les gens qui font un choix différent et je trouve ça très intéressant aussi. Et donc, comme je le disais, maintenant les librairies présentent de plus en plus de BD engagées, notamment féministes, mais pas que. Parfois, c'est sur la question du travail, du chômage, de l'économie, de certains points de vue. Est-ce que vous avez l'impression, de votre point de vue en tant qu'autrice, dans la BD notamment, mais pas que, qu'il y a un tournant qui est en train de se faire dans l'industrie de la BD ou c'est peut-être un peu fort pour l'instant? Peut-être qu'on n'y est pas encore tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a un boom dans la BD, que ça se diversifie. Ouais. Je pense qu'au niveau... Il y a de plus en plus de contenu féministe, notamment depuis MeToo, où il y a une vraie... Mais ça c'est pas que dans la BD, c'est dans tous les médias, en fait. Dans tous les médias. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une appétence grandissante pour les contenus un petit peu intellectuels, vulgarisés. Donc oui, à la fois dans les contenus engagés et puis dans les contenus militants et aussi dans les contenus scientifiques, je pense que oui, il y a un tournant. Et ça a été quoi la réception de votre BD dans les milieux féministes et dans le grand public ?
Est-ce que vous avez été surprise par des réactions? C'était plutôt... Je pense qu'on a été surprise du succès que ça a eu. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, donc ça c'est chouette. Et après, dans les réactions surprenantes, je pense que je continue à être surprise, notamment en festival, du nombre d'hommes qui viennent m'acheter ma BD en me disant que c'est pour leur femme, leur fille, leur nièce. Et je me dis, ils devraient la lire en fait, parce qu'ils n'ont pas compris le principe. Donc ça continue à me surprendre. Ouais, c'est toujours le même problème. Pour l'instant, ils ne se sentent pas hyper concernés par ce genre de truc. On va faire une petite pause chronique car je vois l'heure passer, j'ai un timing à tenir et donc voilà. C'est l'heure d'accueillir la première chroniqueuse de l'émission, Chloé. Salut Chloé. Salut Pauline. Salut. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de BD dans l'Antiquité. Alors Chloé, de quel mythe tu vas nous parler cette fois-là? Alors oui, comme tu le dis, donc le mythe dont je vais vous parler ce soir n'inclut pas de bande dessinée. Mais il inclut une création tout aussi visuelle qui est la tapisserie. Donc c'est par cet art que la princesse Philomèle dénonce les violences dont elle est victime. Tu peux nous raconter? Oui. Dans les Métamorphoses, le poète Ovide raconte l'histoire de Philomèle et Procné. C'est deux sœurs qui sont très proches. Enfin, elles sont très proches jusqu'à ce que Procné parte épouser Thérée, le roi du pays voisin. Après 5 ans, elle demande à son mari d'aller prendre des nouvelles de sa sœur qui lui manque. Thérée, qui ne peut rien refuser à sa femme, va chercher sa belle-sœur, mais il la trouve à son goût et sur le chemin du retour, il la viole, l'enferme et lui coupe la langue pour éviter qu'elle ne le dénonce. Il rentre ensuite chez lui et annonce à sa femme que, malheureusement, sa sœur est morte. Procné, bien évidemment, est dévastée. Mais Philomèle n'est pas morte et elle n'est pas non plus sans ressources. Enfermée, elle tisse pendant 12 mois une tapisserie dans laquelle elle dénonce tout ce que Thérée lui a fait. Elle parvient à faire parvenir cette tapisserie à sa sœur, qui comprend tout. Procné vient alors délivrer Philomèle et ensemble, elles retournent chez Thérée pour se venger. Donc dans ce mythe, on voit que Philomèle, réduite au silence littéralement par son bourreau, a trouvé dans le tissage un moyen de témoigner qui lui a permis de prévenir sa sœur sans que personne ne se méfie. Et donc du coup, pourquoi personne ne se méfie? Parce que le tissage, à cette époque, c'est vu comme une affaire de femmes? Oui, tout à fait. En fait, dans la Grèce antique, tisser, c'est l'activité par excellence des femmes, et surtout des femmes nobles. Ce n'est pas une activité masculine, ce n'est pas un art majeur, mais ce qui est censé être un passe-temps féminin inoffensif, est détourné par Philomèle et devient un moyen de dénoncer l'indicible. Mais le récit ne se termine pas sur la libération de Philomèle. Donc je vous parlais de la vengeance des sœurs, elle est vraiment terrible. Donc Procné tue le fils qu'elle a eu avec Thérée et le sert à manger à son père. C'est un peu un classique dans les mythes grecs. Lorsque Thérée découvre qu'il vient de manger son fils, il est fou de rage et il s'élance pour tuer les deux sœurs. Mais elle lui échappe en se transformant en oiseau, donc Philomèle en hirondelle et Procné en rossignol. Ovide dit que de cette manière, Procné garde les marques de son crime avec son jabot rouge sang. Donc on voit que le mythe se close sur l'horreur d'un meurtre d'enfant et la transformation de deux femmes en oiseaux, donc avec un chant mélodieux, inoffensif, comme si leur désir de justice et de réparation ne pouvait qu'aboutir à un échec. Et ce constat, c'est aussi celui d'un autre mythe autour du tissage que j'aime beaucoup. Donc dites-moi si vous voulez en savoir plus. Je veux bien, vas-y. Alors c'est encore Ovide qui nous parle d'Arachné, une jeune fille réputée pour son exceptionnel talent de tisserande. Mais pour elle, les louanges qu'on lui fait sur son art ne sont pas suffisantes. Elle se prétend l'égale de la déesse Athéna et la défie dans un concours d'habileté. Donc dans ce concours, Athéna tisse une tapisserie qui dépeint les dieux de l'Olympe dans toute leur grandeur. Et elle ajoute, pour faire bonne mesure, 4 récits d'humains punis pour avoir osé défier les dieux. De son côté, Arachné, elle, dépeint tout simplement des dizaines de viols d'humaines commis par les dieux en toute impunité. Donc Europe enlevée par Jupiter, Léda, Danaé, etc. Et cette toile est si réunie qu'Athéna s'en irrite, elle la déchire et transforme Arachné en araignée, condamnée à passer ses journées à tisser dans l'ombre. Donc oui, c'est une punition injuste, mais moi je me demande si c'est pas plutôt une bénédiction déguisée, puisque Arachné peut à présent passer ses journées à faire ce qu'elle aime, en toute liberté et sans risque de se faire agresser par un dieu. Ok, mais être transformé en oiseau ou en araignée pour avoir dénoncé des crimes, c'est peut-être quand même pas très encourageant comme conclusion. Effectivement, ces mythes soulignent les limites de ces rébellions.
Donc des cris de dénonciation et de rage qui sont transformés en pépiments inoffensifs, des taches de sang qui se transforment en mignon petit plumage. Et il vaut mieux être discrète sur son talent et rester sagement à sa place à tisser entre les 4 murs du gynécée. Mais ces récits montrent aussi que, quoi qu'il en coûte, il y aura toujours des femmes déterminées à dénoncer les abus des puissants et qu'elles trouveront toujours les moyens de s'exprimer, même si on tente de les faire taire. Par ailleurs, dans le mythe de Philomèle et Procné, on trouve peut-être une piste pour sortir de l'impasse, et cette piste, c'est celle de la sororité. Philomèle ne tisse pas son message au hasard, c'est à sa sœur qu'elle l'envoie. Seule, elle est impuissante, ensemble, elles deviennent redoutables. J'y vois une leçon. Notre force ne peut reposer que sur une alliance entre celles qui s'expriment et celles qui écoutent, qui croient et qui répondent. Ces récits permettent avant tout de tisser des liens forts entre nous. Et d'ailleurs, le mot « texte » vient du latin « texere » qui signifie « tisser ». Ce qui signifie que tous les textes, tous les récits trouvent littéralement leur origine dans le tissage. Bref, pensez-y la prochaine fois que vous serez sur votre broderie. Ce sont des armes de libération massive, bien moins anodines qu'on voudrait nous le faire croire. Chloé, présidente, merci. Toujours de si belles conclusions. Merci Chloé. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse, l'émission des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en direct. Et nous sommes donc ce soir avec Erel Anna, qui est l'autrice, la co-autrice de Ils abusent grave, une BD aux éditions Hachette. Donc, dans cette BD, Ils abusent grave, vous mettez en scène des situations notamment de violences sexistes et sexuelles, mais pas seulement. Beaucoup d'expériences, d'expériences réelles qui ne sont pas vos expériences, mais qui sont des cas pratiques, j'oserais dire. Je ne sais pas si vous le décririez comme ça. Non. Comment vous le décrivez ? Je suis pas sûre de comprendre cette question. C'est pas une question encore. Oui. J'allais y venir, mais en tout cas, en fait, ce que je voulais dire, c'est vous traitez de plein de choses, du traitement des psychopathes dans la pop culture, notamment de la glamourisation des hommes violents, des procédures bâillons par le traitement des procédures bâillons par les médias divers. Comment vous sélectionnez ces thèmes que vous choisissez ? Ah ok. En général, c'est souvent en partant d'une actualité. Il y a quelque chose... Je vois passer une actualité qui m'interpelle sur quelque chose que je ne comprends pas et je commence à faire des recherches. Parfois, c'est aussi comme j'ai une espèce de veille, je vais dire, un petit peu sur les sujets féministes, ou que je suis curieuse et des fois je pars dans les tréfonds un peu de la recherche de Wikipédia, en partant des fois de Wikipédia, et puis parfois après en allant dans les sites de recherche un peu plus spécialisés, je tombe sur une étude qui m'intéresse, qui a un angle inédit par exemple. Mais je pense que oui, souvent je me pose en fait les mêmes questions que beaucoup d'autres personnes, mais simplement après je creuse un peu la question, notamment en allant chercher la parole des spécialistes qui se sont vraiment intéressés sur ces sujets beaucoup plus longuement que moi, quoi. Et avec votre illustrateur Fred Cham, comment vous organisez pour décider de comment vous allez représenter tel ou tel thème, de ce que vous allez faire pour dessiner ça ? Parce que vous êtes vraiment l'autrice, si je comprends bien la division de l'équipe. Vous êtes l'autrice et lui, il complète et il illustre vos propos, c'est ça ? Vos recherches, vos questionnements. Oui, déjà ça a évolué un peu dans le temps, je pense, au fur et à mesure de notre collaboration. Mais à l'heure actuelle, en fait, on a vraiment une méthode de travail en 3 temps. D'abord, je commence par écrire le scénario. Qui est déjà prédécoupé sous forme de cases, et en fait dans chaque case il y a écrit ce qu'il y aura en voix off s'il y a une voix off, la description de ce qui se passe dans la case avec le décor, les personnages, aussi parfois à quelle distance on est, est-ce que c'est un gros plan, un plan éloigné, un plan américain, etc. Des indications sur les humeurs des personnages, et puis le contenu des dialogues en fait. Donc ça je fais un prédécoupage comme ça. Ensuite on a vraiment une phase de collaboration sous forme de storyboard où on se retrouve tous les deux. Et en fait, parce qu'en fait, c'est quand même souvent assez succinct. J'écris pas un roman dans chaque case. Et donc, je complète parfois, s'il a des questionnements,
sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque case, et on fait ensemble un storyboard avec des bonhommes patates pour être sûr de s'être bien compris de qu'est-ce qui est où dans la case. Il me fait aussi des suggestions à ce moment-là. On discute de est-ce que le rythme il est bon, est-ce que là il y a une redite, est-ce qu'au contraire il manque des explications, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le storyboard, c'est lui qui travaille tout seul en faisant le dessin. Ok, et donc du coup les idées des thèmes que vous traitez, elles viennent uniquement de vous, ou est-ce que lui il fait ses suggestions aussi Non, il fait pas de suggestions. En revanche, c'est plutôt qu'il fait du tri parce que j'ai beaucoup d'idées de thèmes et le temps n'est pas infini, et donc c'est aussi ce qui va l'inspirer lui et ce qui le fait rire. Voilà, le tri se fait parfois un petit peu comme ça. Ok. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous choisissez un ton, un humour qui est là, qui est présent, qui est parfois un peu cru, très direct. Et c'est un ton qu'on retrouve donc régulièrement dans les BD féministes. Il y en a qui sont sur plus fictionnels et qui jouent plus sur l'histoire de la métaphore, qui racontent des histoires ou qui sont biographiques, mais qui sont plus dans la métaphore et plus dans l'image. Est-ce que vous avez trouvé une sorte d'équilibre et une sorte de sens dans le fait d'aller dans l'humour choc, et vous vous dites que ça rentre mieux dans les esprits peut-être, ou que c'est plus pédagogique, ou alors c'est juste votre ton et c'est possible aussi? Oui, alors déjà je pense qu'effectivement j'ai un ton particulier peut-être, mais ça dépend aussi sur quel projet se travaille. Ils abusent grave, c'est de la vulgarisation, mais là par exemple j'ai un roman graphique qui est en train d'être illustré, j'ai pas le même ton dans ce roman, et je pense qu'on est plusieurs comme ça à circuler entre différents formats. Je sais que c'est le cas de Myrion Mal aussi, qui a commencé avec des BD très didactiques, très pédagogiques, et qui après s'est lancé dans des choses plus fictionnelles, et je pense que ce sont des exercices très différents, et on peut vraiment avoir plus une facilité pour l'un que pour l'autre. Moi, c'est mon cas, j'ai plus de facilité pour faire de l'explication, de la pédagogie rigolote que de la trame narrative, surtout sur des longs formats. Mais j'ai eu envie quand même de me confronter à ça. C'était un gros challenge pour moi. Et je pense que je vais sans doute alterner entre ces différents types de formats, sachant qu'il y en a un qui m'est beaucoup plus facile que d'autres. Donc ça me demande aussi beaucoup moins de temps et d'énergie, en fait. Vous pensez que les bénéfices sont différents, égaux entre les deux, par rapport au public, au message que vous faites passer? Oui, effectivement, je pense que ça apporte pas la même chose. En tout cas, moi, quand je lis une fiction, souvent, ça me permet de connecter avec des émotions, d'avoir une reconnaissance, une communauté d'expérience, en fait. Je lis quelque chose et je me dis, oh là là, ça fait... Enfin, je me dis pas, je ressens, en fait. Je ressens, ça me parle, ça fait écho avec des choses que j'ai moi-même vécues. Ça vient pointer... ça joue dans le registre de l'émotionnel. Alors que quand je lis quelque chose de plus pédagogique, ça m'aide à articuler des idées, des concepts qui me permettent de mieux comprendre le monde. Et c'est pour ça que je trouve que les deux s'articulent bien, en fait. Et donc, dans cette BD, aussi, on voit que vous faites des résumés de phénomènes systémiques, les procédures Bayon, l'invention de la cellulite comme quelque chose en trop chez les femmes, comme un truc complètement misogyne et inventé de toutes parts. Du coup, vraiment, dès le début, vous aviez choisi de traiter de plein de choses différentes, mises bout à bout, parce qu'en fait, vous avez commencé sur Instagram ou sur un blog. C'est ça que vous disiez? Sur un blog, ouais. Et ensuite, sur Instagram, est-ce que... Oui. Ouais. Est-ce que Instagram, c'est quelque chose qui permet de détourner peut-être une sorte de blocage du monde de l'édition, peut-être, pour traiter de ces sujets-là? Alors moi, à la base, j'ai vraiment commencé par le blog. Parce que j'ai presque 40 ans et du coup Instagram c'est pas ma génération en fait, et à l'époque j'étais sur Facebook et sur Google+, parce que ça existait encore à l'époque. Et effectivement, les réseaux sociaux me servaient à diffuser ce que je faisais sur le blog, mais j'avais aucune velléité d'être éditée à cette époque-là. J'avais envie de diffuser mes idées à un cercle moins restreint que les personnes qui lisaient du blog féministe.
Et ensuite, j'ai rencontré une amie plus jeune que moi qui m'a parlé d'Instagram, qui m'a dit « Ah, mais en fait, c'est incontournable quand on fait de la BD Instagram. » Pour moi, Instagram, c'était vraiment un réseau sur lequel les gens y mettaient les photos de leur brunch. Et à l'époque, c'était ça. Ouais, mais je savais pas que c'était aussi un endroit où on pouvait trouver du contenu, notamment politique, intéressant. Et c'est vrai que moi-même, je me suis abonnée à plein de contenus sur Instagram où j'apprends plein de choses. Et notamment sur des sujets un peu engagés, avec des angles un peu spécifiques, un peu spécialisés. Et j'étais vraiment la première surprise, mais je trouve ça très intéressant. Eh bien, tant mieux. Moi, je me demandais si c'était vraiment une manière de... Enfin, si Instagram, c'était... On verra ça un peu plus tard, mais si Instagram, c'était une manière de contourner des blocages. Mais comme vous le dites, peut-être vous, c'était juste une question de contexte à ce moment-là, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui sur le rapport entre les éditeurs et Instagram et les problématiques que ça pose, notamment pour les nouveaux auteurs et autrices. Moi, ça n'a pas été mon cas dans ma trajectoire personnelle. C'est-à-dire que... je sais que ça fait un peu genre success story un peu chelou, mais honnêtement, moi, c'est les éditeurs qui sont venus me chercher et j'étais étonnée. Je m'attendais pas à avoir un tel succès, je m'attendais pas à ce qu'on vienne me chercher. Mais j'ai conscience que c'est... que j'ai été privilégiée dans cette trajectoire et qu'on peut pas reposer là-dessus. C'est pas un conseil qu'on peut donner aux gens qui ont envie de réussir de cette manière-là. Oui, ça serait trop reposé sur la chance, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, si on a envie de diffuser ses idées et si on a envie de commencer et de se lancer, les réseaux sociaux, ça s'y prête. Les blogs, les réseaux sociaux, etc., ça permet une facilité de production qui n'est pas permise par d'autres réseaux ou formats. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais il y a une vraie problématique par ailleurs du fait que maintenant, les éditeurs classiques utilisent le travail gratuit des personnes qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux et ils s'en servent un peu comme un vivier d'auteurs plutôt que de les accompagner dans leur début. Ils laissent les gens vraiment commencer tout seuls, faire leurs preuves, etc. Et une fois qu'ils ont fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pris du niveau, qu'ils ont déjà des followers derrière eux et tout, ils viennent faire leur marché. Et ça, il y a une vraie problématique derrière, je pense notamment au niveau de la reproduction sociale. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, je travaillais à temps partiel, j'ai pas d'enfants. Ça m'a laissé l'opportunité de faire de la BD sans être rémunérée. C'était pas mon plan de carrière. Je n'attendais pas qu'on me paye pour ça. Et si je sortais d'école de BD et que, en fait, j'avais aucun revenu et que j'attendais justement des revenus pour pouvoir continuer la BD, c'est un système qui est pas viable du tout. Et donc ça, c'est problématique. Tout à fait. On en reparlera un peu plus tard. Là, c'est l'heure de faire une courte pause musicale avec un titre un peu plein de joie électro qui s'appelle Mes copines, de l'artiste doublement récompensé cette année aux Victoires de la musique, Yoa. Moi et mes copines, on est comme des sœurs. À chaque fois qu'un mec nous le prise, on se met des pansements sur le cœur. Avec mes copines, on voit pas passer les heures. Et si on n'a plus rien à dire, c'est nous qu'on invente les rumeurs. Mes copines sont aussi armées que le plus grand des soldats. Et quand la vie me fait tomber, elle me relève à chaque fois. Avec mes copines, j'ai l'impression d'être au cinéma pour vivre une grande histoire d'amour qui jamais ne s'arrêtera. Fait devant le miroir, pyjama party tous les soirs. Mes copines sont des superstars. RD fait devant le miroir, pyjama party tous les soirs. Mes copines sont des superstars, des superstars. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Toutes mes copines, elles sont folles. Je sais même plus si c'est leur faute à elles ou celle des hommes. Elles font toute ma psychanalyse et ont un diplôme en dressage quand je vois les chiens qu'elles canalisent. Oh, mes copines, elles sont toutes extra lucides et elles ont toutes une fois ou deux déjà songé au suicide. Fuck. RD fait devant le miroir, pyjama party tous les soirs. Mes copines sont
pyjama party tous les soirs. Mes copines sont des superstars, des superstars, des superstars, des superstars, des superstars. Mes copines sont des superstars. Oh, oh, oh. Moi et mes copines, 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 oh, oh. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, vous écoutez On se lève et on se casse. On est toujours en direct sur le 93.9 FM. On arrive dans cette partie 3 de l'émission. On va essayer de parler un peu des autrices de BD face à cette industrie. En 2010, il y a une étude de l'ABCD qui est donc l'ACBD, pardon, qui est donc un organisme qui mesure un peu ce qui se passe dans cette industrie, qui estimait que seulement 12% des autrices de BD en France étaient des femmes. Ça, c'était en 2010. Et ensuite, en 2016, il y a une enquête des États généraux de la BD qui pointe une féminisation accrue, 27% de femmes parmi les réponses de leur enquête. Est-ce que vous avez l'impression, de votre côté, qu'il y a des efforts qui sont faits pour la représentation des femmes dans la BD et dans la promotion de leur travail ? Alors déjà, je serais un peu curieuse de savoir, est-ce qu'ils ont pris en compte dans ces pourcentages uniquement les personnes rémunérées en tant qu'auteurs et autrices de BD, ou est-ce que ça comprend y compris les personnes qui ne sont pas rémunérées ? Parce que ça pourrait donner des chiffres différents. De ce que j'ai vu, c'est les autoristes publiés. Oui, déjà, je serais assez curieuse de savoir justement en quoi ça pourrait changer ces pourcentages-là, puisque autour de moi, je continue quand même à avoir beaucoup de femmes très talentueuses qui n'arrivent pas à être publiées. Bien sûr. Mais oui, il y a un vrai mieux qui s'est fait très rapidement là, en l'espace de 10-15 ans, où il y a de plus en plus de place pour les autrices, et ça c'est notamment grâce aux lecteurs et lectrices qui nous suivent sur les réseaux sociaux, parce que vraiment nos lecteurs sont venus nous chercher avant les éditeurs. Les éditeurs voulaient pas nous donner notre chance, voulaient pas donner d'argent, et en fait les lecteurs ont dit mais nous on veut lire ça, et ils ont un peu tendu le poignet des éditeurs, et donc ça c'est super. Donc je pense qu'on est aussi beaucoup à se sentir avoir un sentiment de sympathie, voire de redevabilité envers nos lecteurs. On sait qu'on leur doit beaucoup. Et oui, il y a une vraie évolution, et notamment grâce à de la solidarité féminine. Les dernières années où on sent qu'il y a de plus en plus de femmes qui essayent de promouvoir le travail de leurs collègues, notamment femmes. Je sais que c'est Tamos le Thermos, qui est une collègue à moi sur Instagram, qui dit tout le temps « achetez et lisez des BD de femmes ». Et en fait ça reste encore minoritaire. En fait c'est les femmes qui achètent les BD de femmes. Il y a encore ça à faire, mais il y a aussi des événements qui se créent, qui sont tout récents. Par exemple, il y a le festival d'Angoudou qui a été créé à Paris en réponse à la polémique sur Bastien Vives au festival d'Angoulême. Il y a aussi le Pop Woman Festival qui existe, je crois que c'était la 4e année cette année, qui met en valeur le travail des autrices et des réalisatrices et des femmes dans la pop culture. Et en fait, les femmes qui sont derrière l'organisation de ces festivals, elles font un vrai travail de diffusion qui est vraiment très chouette. Quand vous dites que moi je connais pas particulièrement ce rapport de force, quand vous dites que par exemple les gens qui vous suivent sur les réseaux ont réussi, et les gens qui suivent des autrices en général féminines sur les réseaux ont réussi à un peu tendre le poignet aux maisons d'édition en leur disant nous on veut lire ça, alors publier ça. Comment ça se passe ? Est-ce que du coup, est-ce que